Voici l'histoire d'une famille qui, dans la lumière des hautes montagnes du Colorado, au milieu de la beauté des vastes forêts et des rivières de montagnes impétueuses, a été confrontée à sa plus grande horreur. La disparition d'un enfant. Un petit garçon de 3 ans, Jared Natadero, a disparu le 2 octobre 1999 dans une région qui, à première vue, n'était qu'un endroit tranquille où l'on se promenait le dimanche. Son père, Alin, était chargé d'organiser des vacances pour un groupe religieux. Il ne se doutait pas que ce jour-là, leur passe-temps serein se transformerait en véritable tragédie. Les chaussures des enfants, découvertes des années plus tard sur un flanc de montagne escarpé, sont devenues le symbole d'une grande douleur et d'un mystère qui semble ne jamais avoir été résolu. Pourquoi cette histoire suscite-t-elle tant de controverses et continue-t-elle de préoccuper de nombreuses personnes, qu'il s'agisse d'enquêteurs, de journalistes, de simples curieux ou des nombreux bénévoles qui ont tenté de participer aux recherches? Lorsqu'un jeune enfant disparaît, chaque instant compte. Chaque preuve manquante peut avoir des conséquences irréparables. Dans le cas de Jared, les avis étaient partagés. Certains étaient convaincus que le garçon avait été victime d'un puma. D'autres soupçonnaient qu'il avait été enlevé. D'autres encore voyaient des signes d'un possible accident. Ajoutez à cela l'énorme stress subi par la famille, la couverture médiatique sans précédent et les franches incohérences dans les opérations de recherche et de sauvetage. Et vous obtenez l'une des disparitions les plus controversées dans les régions montagneuses des États-Unis. Des jours, des semaines, des mois et des années se sont écoulés depuis la disparition, avec une recherche active initiale impliquant de nombreux bénévoles, des équipes de recherche et de sauvetage, des équipes de tournage et même des hélicoptères militaires, avant que l'enquête ne commence à s'essouffler. Au lieu de la fin heureuse attendue, de nouvelles questions sont apparues. Pourquoi les vêtements attribués à l'enfant disparu ne contenaient-ils pratiquement aucune trace de sang ou de décomposition? Comment se fait-il que des pisteurs expérimentés n'aient pas trouvé les objets près de l'itinéraire officiel? Et pourquoi les restes retrouvés sont-ils tombés à plus de 150 mètres au-dessus de la piste? Quelles sont les raisons du refus catégorique du shérif du comté d'entrer en contact avec les membres de la famille? Enfin, le garçon aurait-il pu être sauvé si les gens avaient fait preuve d'un peu plus d'organisation et de discipline au départ? Le 2 octobre 1999 ressemblait à un samedi après-midi tranquille pour Alin Natadero, propriétaire d'un petit centre de vacances situé dans le pittoresque Poudre Canyon. L'établissement se trouve à environ 45 minutes à l'ouest de Fort Collins, dans le Colorado. Alin se préparait à rencontrer un groupe du Christian Singles Network, des personnes qui avaient décidé de passer un week-end dans la nature, de prendre l'air, de se faire de nouveaux amis ou de s'enrichir spirituellement. De telles rencontres avaient déjà eu lieu à plusieurs reprises sur sa propriété, et rien d'extraordinaire ne semblait être prévu par les invités. Janet, une amie proche de la famille Natadero, ainsi que les 2 enfants d'Alin, Jocelyn, 6 ans, et Jared, 3 ans, participaient également à ces rencontres. Le matin, vers 9 heures, quelqu'un du groupe propose une excursion à la pisciculture. L'endroit se trouve à 5 miles à l'ouest de la station, pas trop loin, mais bien en dehors de la zone de loisirs habituelle. Les sentiers y sont considérés comme relativement sûrs, surtout à proximité de l'écloserie où les poissons sont élevés. Lorsque Jocelyn, inspiré par l'aventure qui l'attendait, a demandé à son père la permission d'accompagner Janet, Alin ne s'y est presque pas opposé. Il était sûr que toutes deux passeraient un peu de temps à l'écloserie, regarderaient peut-être les bassins d'alevins et reviendraient saines et sauves. 10 minutes plus tard, le petit Jared s'approcha de son père avec la même demande. L'enfant de 3 ans est connu pour sa curiosité et son énergie. Alin a d'abord hésité,
il s'est rendu compte que l'enfant était plus agité que sa sœur aînée. Mais les membres du groupe lui ont assuré qu'il serait heureux de s'occuper de l'enfant. La persuasion a été plus forte que les doutes du père, et Jared a lui aussi fait une mini-promenade. C'est à ce moment-là que commencent à apparaître les premières inexactitudes dans les récits des témoins oculaires, indiquant que la suite des événements ne s'est pas déroulée sans heurts. Les randonneurs eux-mêmes se souviennent que leur randonnée jusqu'à l'écloserie était trop courte et ennuyeuse. L'un d'entre eux voulait emprunter un plus vrai sentier de montagne et leur a conseillé d'aller sur le Big South Trail. Pour ce faire, ils se sont enfoncés dans le canyon pendant environ une demi-heure. Mais dans leur hâte frénétique, ils n'ont pas jugé nécessaire d'avertir Allen de leur nouvel itinéraire. Le sentier était connu pour ses vues magnifiques, mais aussi pour ses dangers. Passages étroits, falaises abruptes, longues montées et descentes, potentiellement risquées pour de jeunes enfants. Néanmoins, le groupe a décidé de prendre le risque, car aucun d'entre eux ne semblait se rendre compte de la complexité du terrain local. Lorsqu'ils ont finalement atteint le début du sentier, vers 10h30, les voyageurs se sont divisés en 3 petits sous-groupes, chacun avançant à un rythme différent. Selon le bureau du shérif du comté de Larimer, les 11 membres de l'équipe ne se connaissaient même pas vraiment. Le niveau d'organisation était douteux. Personne n'avait confié la responsabilité des enfants. Personne n'avait réparti les rôles pour s'occuper des enfants et naviguer sur le terrain montagneux peu familier. En même temps, le petit Jared, voyant la nouvelle étendue et inspiré par l'atmosphère de la nature sauvage, se précipite avec un enthousiasme enfantin. La curiosité de l'enfant de 3 ans l'emportait manifestement sur sa prudence. Vers 10h40, les 2 premiers sous-groupes étaient déjà sur le sentier, et le 3e, selon certains témoignages, était également sur le point de les rattraper. Jared s'est retrouvé quelque part entre le 2e et le 3e groupe. Certains participants ont suggéré que le garçon reste sous la garde de Janet ou qu'il rejoigne sa sœur Jocelyn. Mais peu d'entre eux ont réalisé à quel point il était facile de perdre de vue un petit enfant sur un sentier de montagne. Les garçons avançaient à des rythmes différents, s'arrêtant périodiquement pour admirer des chutes d'eau et contempler de magnifiques gorges, mais il n'y avait pas de mouvement structuré. Selon l'une des femmes qui les précédait, Jared s'élançait de temps à autre vers l'avant, mais il ne réagissait pas à ses cris. Il ne pouvait que regarder en arrière, tout en continuant à courir. Lorsque le groupe faisait de courtes haltes, il ne vérifiait pas vraiment où se trouvait l'enfant. Au bout d'un moment, 2 pêcheurs ont emprunté le même itinéraire. Ils ont dépassé quelques touristes et Jared, voyant les nouvelles personnes, a couru après eux, peut-être dans l'espoir de demander quelque chose ou simplement de continuer à faire connaissance avec ces adultes inconnus. L'ouverture et la curiosité des enfants ont joué ici un rôle fatal. Quelqu'un a essayé d'appeler le garçon, de l'avertir de ne pas trop s'éloigner. L'un des hommes a même dit aux autres de garder le garçon près d'eux. Mais comme c'est souvent le cas lors de sorties générales, toute responsabilité s'est dissoute dans le collectif. Quelqu'un devait surveiller, quelqu'un d'autre devait faire attention, quelqu'un d'autre devait décider s'il était dangereux d'aller plus loin. Finalement, l'enfant a tout simplement disparu de la circulation. Vers 11h20, une demi-heure après s'être engagé sur le sentier, Jared n'a plus été vu. Vers 11h30, certains participants ont entendu un enfant crier. Selon certains souvenirs, on aurait dit qu'il était joyeux ou enjoué. Selon d'autres, on aurait plutôt dit qu'il était effrayé. Malheureusement, personne n'est allé vérifier ce qu'il en était. Les randonneurs ont poursuivi leur chemin, espérant qu'ils rattraperaient bientôt le garçon ou qu'il reviendrait vers eux. Lorsqu'il est devenu évident que l'enfant n'était pas là et qu'il ne reviendrait pas, le groupe a commencé à s'inquiéter tardivement. Ils l'ont d'abord cherché dans le voisinage immédiat,
en l'appelant par son nom. Mais le garçon ne répondait pas. Certains sont allés voir si d'autres voyageurs avaient vu Jared. D'autres retournèrent sur leurs pas, espérant le retrouver au début du sentier. Les résultats sont nuls. Finalement, 2 membres du groupe décident de retourner voir Aline et de lui annoncer la terrible nouvelle. Jared a disparu et personne ne sait où il se trouve. Son père est naturellement horrifié. « Comment ça, il a disparu ?» demande-t-il, ne comprenant pas comment un petit garçon peut être perdu quelques heures à peine après avoir commencé à marcher. Il se précipite vers sa voiture et se rend à l'endroit où le groupe a laissé le transport, tout en répétant « Ils ont perdu mon bébé. Ils ont perdu mon bébé. » Lorsqu'Alain a réalisé la distance parcourue par les touristes, soit 15 à 26 kilomètres de la station balnéaire, il a été stupéfait. Il lui semble inconcevable que l'on puisse considérer une telle marche comme convenable pour un enfant de 3 ans. Mais le temps était déjà compté. Le directeur du centre de villégiature a immédiatement appelé l'équipe de recherche et de sauvetage, et Aline, précédant les sauveteurs, s'est précipitée sur le sentier dans une tentative désespérée de retrouver son fils. Il court et crie « Jared, J-Rod, petit frère !» Mais plus il montait, plus il se rendait compte de l'immensité et de la difficulté du terrain. Bientôt, il doit revenir pour donner les coordonnées et tenter d'aider les équipes par radio. À partir de ce moment-là, les recherches ont commencé et se sont transformées en l'une des opérations de recherche les plus médiatisées du comté de Larimer. Un adjoint du shérif du comté de Larimer est arrivé avec des représentants des services de recherche et de sauvetage. À ce moment-là, Aline avait déjà parcouru une partie du sentier en essayant de retrouver son fils par ses propres moyens. Le choc et la confusion des parents augmentent de minute en minute. Jocelyn, la sœur de Jared, âgée de 6 ans, a déclaré qu'elle ne se souvenait pas très bien de tous les détails parce qu'elle était toute petite à l'époque. Mais elle se souvient du retour de son père, l'air dépité, et de l'avoir vu pleurer pour la première fois de sa vie. Pour un enfant, c'était un signal clair. Quelque chose de terrible venait de se produire. L'organisation des recherches est rapidement mise en place. On commence à parcourir le sentier dans les 2 sens, à descendre jusqu'à la rivière, à examiner les pentes et les rochers, à chercher des traces, des cris, des bruits. Des professionnels de la cynophilie, avec des chiens entraînés à la recherche de personnes vivantes et de restes humains, sont également mobilisés. Un hélicoptère appartenant à la base de l'armée de l'air de Cheyenne, dans le Wyoming, a été utilisé par la décision du shérif. Cependant, les choses se sont compliquées lorsque cet hélicoptère militaire a été impliqué dans un accident le lendemain matin. En approche au-dessus d'une zone montagneuse, manœuvrant dans des conditions difficiles, de fortes rafales de vent et de météo variable, le pilote a perdu le contrôle. L'appareil est tombé d'une centaine de mètres de hauteur et s'est écrasé sur la Great Southern Trail. À bord, outre les 4 militaires, se trouvait un volontaire de l'équipe de recherche et de sauvetage du comté de Larimer, Mark Sheets. Heureusement, tout le monde a survécu à l'accident, mais a été gravement blessé. L'hélicoptère lui-même a été détruit. Cet événement a ébranlé tout le camp de sauvetage. Soudain, un double problème se pose. Poursuivre la recherche de l'enfant disparu, tout en aidant les camarades qui ont été pris dans le crash. Certains membres expérimentés de l'équipe ont dû passer au sauvetage des victimes, et la zone à explorer était encore immense et extrêmement difficile. L'attention soutenue des médias n'a pas non plus contribué à l'optimisme. La nouvelle de la disparition d'un enfant de 3 ans dans les montagnes et du crash d'un hélicoptère s'est rapidement répandue dans tout l'État et au-delà. Des journalistes de grandes chaînes de télévision et de journaux ont commencé à arriver dans le canyon, installant des camps avec des studios hors site et des antennes paraboliques.
Les gens se présentent avec toutes sortes d'offres d'aide, y compris des médiums qui veulent entrer en contact avec l'âme du garçon et des bénévoles à l'allure étrange qui ajoute de la confusion à une situation déjà confuse. En conséquence, le shérif du comté de Larimer a commencé à restreindre l'accès aux sentiers afin d'éviter les blessures et les manipulations non autorisées. Cependant, la famille Natadero a très mal pris ces restrictions. Aline et ses proches voulaient participer aux recherches, mais on leur a explicitement dit que l'intervention des parents était censée interférer avec les professionnels. Selon leurs souvenirs, le shérif a même menacé d'arrêter Aline s'il tentait de pénétrer dans la zone interdite. Un grave conflit est apparu. Un père ne pouvait pas rester sans rien faire, sachant que son jeune fils se trouvait quelque part dans les montagnes, peut-être effrayé ou blessé. Cependant, les fonctionnaires ont estimé que c'était la bonne chose à faire. Entre-temps, les recherches se sont poursuivies par tous les moyens. Des équipes de secours supplémentaires ont été appelées. Des plongeurs ont sondé la rivière Cache-la-Poudre, bien qu'elle ne soit pas profonde. Les pilotes d'autres hélicoptères et de petits avions ont survolé le canyon, essayant de repérer quoi que ce soit d'inhabituel. Mais le temps a passé et aucun signe de Jared n'a pu être trouvé. Même les chiens n'ont pas détecté de traces olfactives cohérentes qui indiqueraient la direction exacte du voyage du garçon. Lorsque les recherches se sont prolongées et que l'hélicoptère s'est écrasé, plusieurs versions ont commencé à circuler dans la presse et parmi les sauveteurs. Lors des réunions d'information officielles, le shérif a mentionné à plusieurs reprises que Jared aurait pu tomber dans la rivière et se noyer. Selon lui, les conditions sibériennes, montagneuses de la rivière auraient pu maintenir le corps au fond et l'eau froide aurait empêché une décomposition rapide, de sorte que les restes n'auraient pu remonter à la surface que plusieurs mois, voire plusieurs années plus tard. Cependant, les plongeurs qui ont examiné le lit de la rivière ont indiqué que le niveau de l'eau était très bas et que le fond lui-même était assez rocheux et visible. De grandes piles de troncs d'arbres ont bien sûr rendu les recherches difficiles. Mais les experts ont estimé que les chances de trouver un corps dans la rivière étaient très élevées si quelqu'un s'était réellement noyé à cet endroit. Dans le même temps, la version d'une possible attaque de pumas a commencé à gagner en popularité. Cette hypothèse semblait plus plausible pour certaines personnes, car on trouve des pumas, cougars, dans le comté de Larimer. Et il y a eu des précédents d'attaques sur des personnes. Cependant, la plupart de ces cas concernaient des adultes, ou du moins des enfants plus âgés, qui auraient pu pénétrer imprudemment sur le territoire du prédateur. D'autre part, un garçon de 3 ans n'était pas une proie difficile s'il rencontrait un puma, et la proximité d'une végétation haute et d'abris rocheux donnait au lion toutes les chances de s'approcher sans se faire remarquer. Une question importante se posait cependant. Où était le sang et les lambeaux de vêtements déchirés, qui sont généralement laissés après une attaque de prédateurs? Où sont les traces de lutte et les restes traînés? Se pourrait-il que le couguar ait traîné le garçon quelque part dans les montagnes? Toutes ces hypothèses ont donné lieu à des versions encore plus exotiques. Ainsi, certains chercheurs se sont référés à l'écrivain et ufologue David Paulides, connu pour ses publications sur les disparitions mystérieuses de personnes dans les parcs nationaux. Paulides a affirmé que dans de nombreux cas, les enfants disparus sont retrouvés dans des endroits où les équipes de recherche sont passées à plusieurs reprises. Il y a même des allusions à des raisons surnaturelles pour expliquer ces disparitions. Et certains témoins ont ajouté leurs propres histoires de créatures étranges censées vivre dans les profondeurs de la forêt. Tout cela s'est transformé en spéculation et en légende, tandis que les autorités officielles assuraient que ces théories n'étaient pas fondées. À cette époque, le bureau du shérif recevait également de nombreux appels téléphoniques de la part d'adjoints volontaires.
Les gens appelaient, prétendant être des voyants, des sorciers. Certains rapportaient une autre vision de l'endroit où se trouvait le garçon. Une femme a supplié de se rendre dans une grotte inondée, où la vibration de l'esprit de Jared était particulièrement forte. Dans la plupart des cas, ces indices n'étaient pas corroborés par des faits. En outre, des personnes, désireuses de devenir célèbres à la suite de la tragédie, ont fourni des informations délibérément déformées, voire de faux témoignages. Un habitant de Fort Collins a été arrêté pour avoir menti à plusieurs reprises à la police en prétendant être un informateur. Tout cela a ralenti les recherches professionnelles, perturbé des officiers déjà stressés et traumatisé encore davantage la famille. Au bout d'une semaine de recherche, la situation semblait bien sombre. Aucune trace de l'enfant ne pouvait être trouvée. Pas de vêtements, pas de taches de sang, pas de bouts de tissu, pas de jouets qu'il aurait pu transporter, pas même d'empreintes évidentes sur les parties boueuses du sentier. Les chiens relevaient de temps à autre de fausses traces, mais elles ne permettaient pas de faire de vraies découvertes. Aline et Deborah, l'ex-femme d'Aline, ont désespérément essayé d'étendre la zone de recherche et de faire appel à des volontaires. Cependant, le shérif du comté de Larimer les en empêche de plus en plus. Le nombre de chercheurs non professionnels parcourant les bois augmente et les autorités craignent les accidents ou la perte de preuves. Lorsqu'il est apparu clairement que le taux de réussite était minime, le shérif a pris la décision difficile de mettre fin aux recherches officielles en ne laissant qu'un mode d'attente au cas où de nouveaux indices ou de nouvelles preuves feraient surface. Pour la famille de Natadero, cette décision a été un véritable coup dur. Comment arrêter les recherches alors qu'un enfant de 3 ans est toujours porté disparu? Mais les autorités ont insisté sur le fait que toutes les mesures possibles ont été épuisées. Les sauveteurs et les bénévoles ont admis que la zone était trop vaste et que si l'enfant s'était éloigné de la piste ou avait été entraîné par un animal, il n'y avait pratiquement nulle part où chercher et rien sur quoi s'agripper. D'un autre côté, l'esprit du père tournait encore à l'idée d'un possible enlèvement. Après tout, il était possible que quelqu'un ait pu sortir le bébé des bois et l'emmener. Mais le bureau du shérif avait interrogé toutes les personnes impliquées ce jour-là et n'avait trouvé aucune raison de procéder à une arrestation. Aucun criminel ou individu suspect n'a été vu dans le canyon. Un autre sujet délicat se glisse dans ces affaires. Le manque de coordination entre les différentes agences, le bureau du shérif, le service de protection de la nature, les unités de volontaires, l'armée. De nombreux chercheurs expérimentés se sont plaints que leurs services n'étaient tout simplement pas nécessaires et sont partis en laissant des coordonnées qui ont été perdues par la suite. Il semblait que les autorités officielles refusaient toute aide non coordonnée. Aline Natadero se souvient qu'il avait presque secrètement amené des personnes capables de lire les empreintes de pas sur les rochers et les débris pour qu'elles poursuivent les recherches par elles-mêmes. Mais en vain. Après quelques mois, l'enquête s'est estompée, mais les discussions autour de l'affaire n'ont pas cessé pour autant. La famille s'enfonce dans une attente épuisante. Chaque appel téléphonique leur redonne espoir. Et s'il y avait un témoin, peut-être que Jared est vivant et qu'il a été vu dans un état voisin. De temps en temps, en effet, on entendait parler d'un garçon qui ressemblait à Jared. Mais aucune vérification n'a donné de résultats positifs. Parfois, des imposteurs prétendaient même être l'enfant disparu, mais les tests ADN dissipaient rapidement les illusions. La véritable avancée dans cette affaire a eu lieu en 2003, lorsque 2 randonneurs de Fort Collins, Gary Watts et Rob Osborne, ont parcouru la région du Great Southern Trail. Alors qu'ils grimpaient un éboulis situé à environ 150 mètres au-dessus de l'endroit où les gens randonnent habituellement, ils ont soudain remarqué la traîne d'un enfant. Au début, les hommes n'étaient que vaguement inquiets,
Mais lorsqu'ils ont vu une deuxième chaussure et des morceaux de pull polaire à proximité, ils ont compris qu'ils étaient tombés sur quelque chose d'important. Des fragments d'un pantalon de sport bleu, retourné à l'envers, se trouvaient à proximité. Le tissu semblait avoir été plumé par des oiseaux pour en faire des nids. Certains morceaux avaient été fondus individuellement, mais d'autres étaient restés intacts. Interloqués, Watts et Osborne se souviennent de l'histoire de la disparition d'un enfant de 3 ans. Ils ont photographié tout ce qu'ils ont trouvé, en prenant soin de ne pas déplacer les objets, puis ont soigneusement récupéré les bottes et le pullover pour les remettre au shérif. Ils ont dû rentrer presque dans la soirée, et ce n'était que le lendemain qu'ils ont pu signaler officiellement leur découverte au bureau du shérif en y joignant les photos. Les enquêteurs ont remonté la pente en question et ont trouvé les vêtements éparpillés sur une petite surface. Ils ont également trouvé de petits fragments d'os qui ressemblaient à des os d'enfants. Peu de temps après, un fragment de la partie supérieure du crâne et une dent unique ont été trouvés dans la même zone. Les experts ont immédiatement effectué des tests ADN, mais en raison du mauvais état des os et des particularités de la technologie utilisée, ils n'ont obtenu qu'une correspondance probable avec les échantillons ayant appartenu à Jared. Ils avaient été prélevés sur ses parents. Il a fallu plusieurs procédures supplémentaires pour confirmer que la découverte était bien liée au garçon disparu. Rapidement, le shérif a fait une déclaration à la presse. « Nous sommes convaincus qu'il s'agit des restes de Jared Natadero. » L'hypothèse officielle, qui a de nouveau été émise, est celle d'une attaque de puma. Le raisonnement est le suivant. Les affaires ont été trouvées en hauteur, au-dessus du sentier où l'animal a pu entraîner l'enfant. En outre, certains vêtements auraient porté des traces de piqûres ou des marques ressemblant à des crocs. Cependant, de nombreux détails de la découverte ont suscité des doutes. Tout d'abord, les vêtements ne présentaient aucune tache de sang ou de décomposition. Si l'enfant avait été entraîné par un cougar, on aurait pu s'attendre à une abondance de traces biologiques. Deuxièmement, le pantalon de survêtement était retroussé et semblait avoir été enlevé avec beaucoup de précaution, plutôt que déchiré au cours de la lutte. Aucun grand os de jambe ou de bassin n'a été trouvé, ce qui semble également étrange dans le cas d'une attaque de lion. Le pullover en laine polaire était entier, même s'il présentait de petites piqûres, dont l'origine n'a pu être déterminée avec certitude. La question était de savoir pourquoi aucun de ces fragments n'avait été trouvé au cours de la première semaine de recherche, alors que des centaines de personnes parcouraient le sentier et les pentes avoisinantes. L'endroit où il a été trouvé n'était pas si inaccessible, et il est fort possible que quelqu'un y soit déjà passé. Après la découverte officielle des restes et des vêtements, les discussions actives autour de l'affaire ont repris. Les experts médico-légaux de l'État n'ont trouvé aucune trace d'ADN animal sur le tissu et en outre, aucun cheveu humain. Le père de l'enfant, Allen, a demandé de nouveaux tests en contactant des laboratoires indépendants. Un rapport a indiqué que les échantillons prélevés sur la dent contenaient du matériel génétique mixte, ce qui laissait supposer la présence de l'ADN de quelqu'un d'autre. Mais d'autres tests n'ont pas été effectués correctement, car la dent a été déchiquetée et éliminée au cours du processus, ce qui n'a pas permis à la famille de revérifier les résultats. Les autorités ont finalement délivré un certificat de décès indiquant que la cause était indéterminée. Dans les communications officielles, le shérif et d'autres représentants du comté ont toutefois continué à s'en tenir à l'explication, selon laquelle l'animal avait très probablement été attaqué par un puma. Pour les experts connaissant les habitudes des grands félins, ce scénario n'était pas convaincant. Les signes d'une attaque de prédateurs sont généralement facilement reconnaissables aux vêtements déchirés, à la fourrure abondante et à la disposition particulière des os. Si une lionne avait entraîné un enfant de 3 ans, il est peu probable que son pantalon soit resté presque propre.
et que ses bottes aient été retrouvées si près les unes des autres. La théorie selon laquelle l'enfant serait tombé de la falaise et que ses restes auraient été dispersés par des animaux ou des oiseaux a également été évoquée. Les théoriciens du complot ont fait remarquer « Et si Jared avait été kidnappé ?» Mon père avait entendu parler d'un garde forestier qui avait vu un garçon ressemblant à Jared courir vers un homme étrange. Mais cette information n'a jamais été corroborée par le shérif. Au niveau des documents, elle a été ignorée, selon Aline. Il y a également eu des appels téléphoniques suspects au cours desquels un inconnu s'est fait passer pour un policier et a déclaré « On vous raconte des mensonges, quand tout sera révélé, nous serons à vos côtés ». Mais ces promesses sont restées vaines. De nombreuses personnes, journalistes, bénévoles, agents des forces de l'ordre, ont traversé toute cette période. Chacune d'entre elles a ajouté un nouveau détail ou une nouvelle version qui a été démentie par les faits ou qui n'a jamais été développée. Pendant cette période, le père et les membres de la famille ont eu l'impression que l'enquête perdait de son intérêt. Au lieu d'une recherche claire de preuves, on mettait de plus en plus l'accent sur les déclarations publiques et le scénario accepté. Aline Natadero a souligné qu'il n'a jamais considéré que l'hypothèse du puma était prouvée. Il a suggéré que le shérif a choisi cette explication parce qu'elle clôt l'affaire aux yeux du public. Mais elle n'a pas été confirmée juridiquement. Techniquement, l'affaire de la disparition du petit de Jared Natadero, âgé de 3 ans, a été classée en 2003, car des restes ont été retrouvés et la procédure relative à la cause du décès a été suspendue. Mais pour les proches de l'enfant et les dizaines de sauveteurs et de bénévoles qui y ont consacré du temps et des efforts, l'histoire n'était pas terminée. Alan a déclaré que pendant des années, sa vie est devenue une enquête sans fin. Il a publié un livre, Missing When the Sun Goes Down, dans lequel il détaille les expériences, les erreurs commises par les autorités et les bizarreries que lui et d'autres bénévoles ont remarquées au cours des recherches actives. C'est ainsi qu'a pris fin l'une des histoires de disparition d'enfants les plus mystérieuses et les plus difficiles du Colorado. Elle fait encore appel à la conscience de ceux qui font de la randonnée, qui demandent une meilleure préparation des sentiers et une plus grande attention à la sécurité des jeunes enfants. 3 ans, c'est l'âge de la curiosité innocente. Quand n'importe quel objet de couleur vive ou silhouette d'adulte peut sembler plus intéressant que les instructions de maman de rester près d'eux. Et pourtant, c'est un âge où un enfant est encore totalement dépourvu de défense contre les éléments. La triste expérience de Jared Natadero nous rappelle que la nature ne peut être jouée avec insouciance. Nous devons être conscients et attentifs, à tout moment, sur n'importe quel sentier. C'est tout pour l'instant. Si vous avez apprécié cet article, n'hésitez pas à le soutenir en l'aimant et en vous abonnant pour voir d'autres histoires de ce genre. Merci de votre attention et à bientôt. Bye.